Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour vivre sur KTO l'audience du pape François au chef d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne. Cette rencontre se déroule au Vatican dans la salle royale à la veille du 60e anniversaire du traité de Rome. On y retrouve une centaine de personnes, ces délégations qui sont présentes à Rome pour marquer cet anniversaire. Il y aura demain une célébration officielle ce samedi 25 mars pour marquer la signature de ce traité de Rome et la naissance de la CE, la Communauté économique européenne. Ces pays représentent aujourd'hui 510 millions d'habitants et qui comptent encore donc 28 États membres si on inclut encore la Grande-Bretagne. La signature du traité de Rome, c'était donc le 25 mars 1957. 6 États membres signés, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et la France. Et après cette signature à Rome, le 25 mars 1957, eh bien, tous les chefs d'État et de gouvernement étaient allés au Vatican pour saluer le pape. 60 ans après Pie XII, c'est le pape François qui reçoit ces 27 chefs d'État et de gouvernement dans un contexte de Brexit, mais aussi de crise existentielle latente au sein de l'Union européenne. Le premier discours de cette rencontre est présenté par Antonio Tajani qui préside le Parlement européen. On l'écoute. Santidad, agradeciendo la oportunidad de poder reunirnos, quisiera saludarle en nombre del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y del presidente de la Comisión Europea, j'ai l'honneur de vous Jean-Claude saluer Juncker. au nom de Jean-Claude Juncker, le président du Estamos Conseil reunidas de las l'Europe. tres instituciones de la Unión Europea junto a los jefes de Estado y de Gobierno como símbolo de la unidad. Nous sommes tous ici réunis comme symbole de l'unité grâce à ce 60e anniversaire de l'Union européenne. Demain, nous nous retrouverons aussi pour signer encore de nouveaux projets pour affronter les nouveaux défis d'aujourd'hui. Les paroles du poète José Hernández parlaient de valeurs universelles pour l'Europe. Les frères sont unis parce que cela est la première loi. La véritable union se fait quelle que soit l'époque. Pour que personne ne puisse les dévorer de l'extérieur. Très Saint-Père, nous ne pouvons pas affronter les défis d'aujourd'hui en retournant à des nationalismes du passé. Nous pouvons nous battre contre le terrorisme, résoudre les problèmes de l'immigration et de l'économie, particulièrement avec le chômage des jeunes, seulement si nous sommes capables de retrouver et de revaloriser les raisons de notre vivre ensemble. Et ce sont des raisons qui trouvent des forces dans nos racines communes, basées sur des valeurs de liberté et sur la centralité de la personne. La conscience de l'identité européenne prend compte l'âme de l'Europe qui, même à travers les différences de chaque nation, veulent aller de l'avant. Nous sommes issus de tant de racines grecques, slaves, romaines, chrétiennes. La foi chrétienne est un commun dénominateur et il ne contredit pas la laïcité. L'identité européenne se base sur des foi et des traditions. Notre identité nous permet de nous projeter de l'avant malgré nos faiblesses.
Il ne s'agit pas de revendiquer une certaine suprématie, mais de nous saisir des valeurs de l'Union européenne qui semblent toujours plus stables. L'identité appartient aux droits de l'homme, à la figure de l'homme et à sa dignité. Cela, c'est l'Europe. C'est l'unique continent du monde où il n'existe pas la peine de mort. Personne n'a le droit de prendre la vie d'un autre être humain. Et personne ne peut enlever à un être humain la liberté d'être libre. Ci impone di continuare nel percorso intrapreso per aiutare quel continente a vincere le sfide contro la povertà. Nous travaillons ensemble en Europe pour pouvoir travailler contre la pauvreté, le changement climatique et les guerres. Grâce à cette force de l'Europe, nous pouvons lutter contre la violence et trouver des solutions à l'immigration sans oublier la dignité de la personne humaine. Beaucoup de choses sont encore à corriger dans notre continent et nous sommes très attentifs aux paroles que votre sainteté a déjà prononcées au Parlement européen. Travaillons pour que les choses changent et pour que nos concitoyens, surtout ceux qui sont en le plus de difficultés, que les institutions européennes leur soient plus proches, que personne ne soit senti abandonné. Cela est notre engagement. Je suis sûr que chacun d'entre nous travailleront pour maintenir ce désir de travailler dans l'unité et pour servir. Et donc c'était Antonio Tajani qui préside le Parlement européen qui vient de s'adresser au Saint-Père. Et c'est maintenant au tour du président du Conseil des ministres de la République italienne. Grazie Santità per averci ricevuto oggi. Merci Très Saint-Père de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous remercie au nom de toutes les institutions, du président maltais européen et de tous les chefs d'État qui sont présents. Nous sommes ici pour écouter votre voix, justement à la veille de l'anniversaire de ce traité, un des passages les plus importants de la communauté européenne. Beaucoup d'obstacles ont pu être surmontés. Ce traité a été le début d'un travail qui ne s'est plus arrêté. Le terrorisme a encore touché l'Europe, particulièrement à Londres. En s'attaquant devant un édifice important de la culture européenne, le Parlement anglais. Nous travaillons justement pour lutter contre ces menaces. Nous pensons aussi au père Jacques Hamel. Alors, des chrétiens et des musulmans ont pu prier ensemble pour donner un témoignage du vivre ensemble. Nous avons pu construire notre histoire à travers de cette base. La mondialisation peut essayer de travailler à aider les pauvres, mais hélas, il y a aussi beaucoup de déséquilibres. Beaucoup de pauvres apparaissent de plus en plus et depuis la crise de 2008, nous sentons encore les effets de la menace sur nos pays. Le voyage de l'Europe a commencé il y a beaucoup d'années
Et nous sommes partis à partir de valeurs très différentes. La chrétienté a un poste important. L'Europe de Cluny et de 1000 abbayes et cathédrales ont fondé cette culture. Nous sommes l'Europe de la culture, de la Renaissance, de Blaise Pascal, de l'illuminisme. Nous pensons que nous venons tous de toutes ces différentes racines. L'Église catholique nous a souvent exhortés à travailler pour le dialogue entre les peuples. Nous voyons effectivement, nous avons vu l'engagement de Saint Jean-Paul II qui parle des deux poumons de l'Europe, l'Est et l'Ouest. Et l'Église a beaucoup travaillé pour l'intégration grâce à ces dimensions particulièrement européennes. L'Union ne doit pas se faire seulement sur des chiffres, mais aussi sur des valeurs, sur des idées. Souvent, très Saint-Père, vous nous avez rappelé les défis de notre époque. Nous sommes dans une époque de changement, mais il s'agit aussi d'un changement d'époque. Nous voyons fleurir des phénomènes préoccupants qui apparaissent souvent dans les moments difficiles. Le fait de se refermer dans des considérations nationales et considérer l'Europe comme l'inverse d'une valeur. Demain, nous voulons repartir ensemble à partir de ces points fondamentaux. We need new ideas and solutions to respond to today's challenges. We have to do this especially for our youth, the EU's millennials. They are the first European Union natives, the best educated generation of our common history, and they should not be remembered as the first generation that has fewer opportunities than those of their mothers and fathers. A distinctive feature of the European history is our welfare model, a model that, in its different national declination, has allowed us to combine economic growth and solidarity. Now, the time has come to make our welfare model truly European in order to fight inequalities, social exclusion, and poverty. We know that across our borders there is a world in turmoil with too much pain. There are people who experience unspeakable suffering to come to Europe in search for peace, security, and dignity. And we have to be proud that our common home is considered as a safe shelter. This helps us remember who we are. We are aware of our differences. We know very well that there have been moments of tension. Nous sommes conscients de toutes nos différences. Nous avons vécu tant de tensions. Et à ce sujet, l'Europe n'a pas toujours montré son meilleur visage au monde. Nous devons combiner les droits humains et l'intégration. La responsabilité et la prudence doivent être les points principaux pour la politique européenne. Nous devons aussi être attentifs à la protection de notre planète en travaillant justement contre les défis de la nature et pour pouvoir protéger la Terre. Lorsque vous avez reçu le prix Charlemagne, vous nous avez parlé de votre rêve européen avec une réhumanisation. Nous pouvons faire ce travail encore une fois
Nous sommes l'Europe qui est née des cendres de 2 guerres mondiales. L'Europe du traité de Rome qui, à travers le temps, est devenue une grande famille de 27 peuples et nations. Nous sommes l'Europe et nous travaillons pour la justice et la paix. In the same cathedral that was almost destroyed during the First World War. We are the Europe of the Carnation Revolution. We are the Europe of the extraordinary year 1989, of the Velvet Revolution, of falling walls. We are the Europe of 2004, Nous sommes une nouvelle Europe. C'est l'Europe qui a vu les murs s'effondrer. Et c'est l'Europe où 2 parties de notre famille se sont réunies à la suite de la chute du mur de Berlin. A journey that is continually enriched by the diversity of the hundreds of languages, thousand cities, infinite roads. Ces jours-ci, nous nous retrouverons ici à Rome pour ce chemin qui a commencé il y a plusieurs années et qui continue aujourd'hui. Et nous travaillons ainsi pour le développement, la justice. Dans notre maison commune de l'Europe, nous travaillons pour le monde entier. Merci. Voilà donc le pape François qui salue le président du Conseil des ministres italien. Et c'est maintenant donc le Saint-Père qui va s'adresser aux 27 chefs d'État et de gouvernement européens présents, 60 ans après la signature du traité de Rome, 60 ans après cette visite des signataires à l'époque au Vatican, qui étaient venus rendre visite et qui avait été reçus en audience par le pape en 1957. Honorable hôte, je vous remercie de votre présence ce soir à la veille du 60e anniversaire de la signature des traités fondateurs de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Je désire signifier à chacun l'affection que le Saint-Siège nourrit pour vos pays respectifs et pour toute l'Europe, au destin desquels il est indissolublement lié par disposition de la providence divine. J'exprime une gratitude particulière à M. Paolo Gentiloni, président du Conseil des ministres de la République italienne, pour les aimables paroles qu'il a adressées au nom de tous et pour l'engagement que l'Italie a prodigué pour préparer cette rencontre. De même qu'à Monseigneur Antonio Tajani, président du Parlement européen, qui a exprimé les attentes des peuples de l'Union en cette occasion. Ritornare a Roma 60 anni dopo non può essere solo un viaggio nei ricordi. Revenir à Rome 60 ans après ne peut être seulement un voyage dans les souvenirs, mais bien plutôt le désir de redécouvrir la mémoire vivante de cet événement pour en comprendre la portée dans le présent. Il faut se resituer dans les défis de l'époque pour affronter ceux d'aujourd'hui et de demain. Avec ses récits pleins d'évocations, la Bible nous offre une méthode pédagogique fondamentale. On ne peut pas prendre et on ne peut pas comprendre le temps que nous vivons sans le passé, compris non pas comme un ensemble de faits lointains, mais comme la sève vitale qui irrigue le présent. Sans une telle conscience, la réalité perd son unité, l'histoire son fil logique et l'humanité perd le sens de ses actions et la direction de son avenir. Le 25 marzo 1957 fu una giornata carica di attese. Le 25 mars 1957 fut une journée chargée d'attentes et d'espérance, d'enthousiasme et d'anxiété, et seul un événement exceptionnel par sa portée et ses conséquences historiques
pouvait la rendre unique dans l'histoire. La mémoire de ce jour s'unit aux espérances d'aujourd'hui et aux attentes des peuples européens qui demandent de discerner le présent afin de poursuivre avec un élan renouvelé et avec confiance le chemin commencé. Les pères fondateurs et les responsables étaient bien conscients que, apposant leur signature sur les deux traités, ils donnaient vie à cette réalité politique, économique, culturelle, mais surtout humaine, que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne. D'autre part, comme le disait le ministre des Affaires étrangères belge Spaak, il s'agissait, c'est vrai, du bien-être matériel de nos peuples, de l'expansion de nos économies, du progrès social, de possibilités industrielles et commerciales totalement nouvelles, mais avant tout d'une conception de la vie à la mesure de l'homme fraternel et juste. Dopo gli anni bui e cruenti della Seconda Guerra mondiale, i leader del tempo hanno avuto fede nella Après les années sombres et cruelles de la Seconde Guerre mondiale, les responsables de l'époque ont eu foi en la possibilité d'un avenir meilleur. Ils n'ont pas manqué d'audace et n'ont pas agi trop tard. Le souvenir de leur malheur et peut-être aussi de leur faute semble les avoir inspirés, leur a donné le courage nécessaire pour oublier les vieilles querelles, penser et agir de manière vraiment nouvelle et pour réaliser la plus grande transformation de l'Europe. I padri fondatori ci ricordano che l'Europa non è un insieme di regole. Les pères fondateurs nous rappellent que l'Europe n'est pas un ensemble de règles à observer. Elle n'est pas un cercueil de protocoles. Elle n'est pas un recueil de protocoles et de procédures à suivre. Elle est une vie, une manière de concevoir l'homme à partir de sa dignité transcendante et inaliénable, et non pas seulement comme un ensemble de droits à défendre ou de prétentions à revendiquer. À l'origine de l'idée d'Europe, il y a la figure et la responsabilité de la personne humaine, avec son ferment de fraternité évangélique, avec sa volonté de vérité et de justice aiguisée par une expérience millénaire. Rome, avec sa vocation à l'universalité, est le symbole de cette expérience et c'est pour cette raison qu'elle fut choisie comme lieu de la signature des traités, puisque ici, comme le rappela le ministre des Affaires étrangères hollandais Luns, furent jetées les bases politiques, juridiques et sociales de notre civilisation. S'il était clair dès le début que le cœur palpitant du projet politique européen ne pouvait qu'être l'homme, le risque que les traités restent lettre morte fut aussi évident. Ceux-ci devaient être remplis d'esprit vital. Et le premier élément de la vitalité européenne est la solidarité. La communauté économique européenne, a affirmé le Premier ministre luxembourgeois Beck, ne vivra et ne réussira que si tout au long de son existence, elle reste fidèle à l'esprit de solidarité européenne qui l'a fait naître et si la volonté commune de l'Europe, en gestation, est plus puissante que les volontés nationales. Cet esprit est d'autant plus nécessaire aujourd'hui devant les poussées centrifuges, comme aussi devant la tentation de réduire les idéaux fondateurs de l'Union aux nécessités productives, économiques et financières. La capacité de s'ouvrir aux autres naît de la solidarité.
Nos plans ne sont pas égoïstes, a dit le chancelier allemand Adenauer. Senza dubbio, i paesi che stanno per unirsi non intendono isolarsi dal resto del mondo ed erigere intorno a loro barriere invalicabili. Gli fece eco il ministro degli affari esteri francese Pinot. Le ministre des Affaires étrangères, François Pinault, lui faisait écho. Sans doute les pays, en s'unissant, n'entendent pas s'isoler du reste du monde et dresser autour d'eux des barrières infranchissables. Dans un monde qui connaissait bien le drame des murs et des divisions, l'importance de travailler pour une Europe unie et ouverte était bien claire, ainsi que la volonté commune d'œuvrer pour supprimer cette barrière artificielle qui, de la mer Baltique à l'Adriatique, divisait le continent. Comme on est peiné pour faire tomber ce mur. Et cependant, aujourd'hui, le souvenir de cette peine s'est perdu. S'est perdu aussi la conscience du drame des familles séparées, de la pauvreté et de la misère que cette division avait provoqué. Là où des générations aspiraient à voir tomber les signes d'une inimitié forcée, on se demande maintenant comment laisser au dehors les dangers de notre époque. En commençant par la longue file des femmes, des hommes et des enfants qui fuient la guerre et la pauvreté, qui demandent seulement la possibilité d'un avenir pour soi et pour leur famille. Dans l'absence de mémoire qui caractérise notre temps, on oublie souvent une autre grande conquête, fruit de la solidarité ratifiée le 25 mars 1957. Le temps de paix le plus long des derniers siècles. Des peuples qui si souvent au cours des temps se sont trouvés dans des camps opposés, dressés les uns contre les autres, sur les champs de bataille, se rejoignent et s'unissent à travers la richesse de leur diversité nationale. La paix se construit toujours avec la participation libre et consciente de chacun. Cependant, pour beaucoup, aujourd'hui, la paix semble être, de quelque manière, un bien établi. Et il est ainsi facile de finir par la considérer superflue. Au contraire, la paix est un bien précieux et essentiel puisque sans elle, on ne peut construire un avenir pour personne et on finit par vivre au jour le jour. L'Europa unita nasce, infatti, da un progetto chiaro. L'Europe unie naît en effet d'un projet clair, bien défini, correctement réfléchi, bien qu'au début seulement embryonnaire. Tout bon projet regarde vers l'avenir, et l'avenir, ce sont les jeunes, appelés à réaliser les promesses de l'avenir. Il y avait donc chez les pères fondateurs la claire conscience de faire partie d'une œuvre commune qui ne traverse pas seulement les frontières des États, mais traverse aussi celles du temps, de manière à lier les générations entre elles, toutes également participantes de la construction de la maison commune. Illustri ospiti. Ai padri dell'Europa ho dedicato questa prima parte del mio intervento. Honorables hôtes, j'ai consacré cette première partie de mon intervention aux pères de l'Europe pour que nous nous laissions provoquer par leurs paroles, par l'actualité de leurs pensées, par l'engagement passionné pour le bien commun qui les a caractérisés, par la certitude de faire partie d'une œuvre plus grande que leur personne et par la grandeur de l'idéal qui les animait.
era lo spirito di servizio, Leur dénominateur commun était l'esprit de service, uni à la passion politique et à la conscience qu'à l'origine de cette civilisation européenne se trouve le christianisme, sans lequel les valeurs occidentales de dignité, de liberté et de justice deviennent complètement incompréhensibles. Et encore aujourd'hui, affirmait Saint Jean-Paul II, l'âme de l'Europe demeure unie parce qu'au-delà de ses origines communes, elle vit les mêmes valeurs chrétiennes et humaines, comme celle de la dignité de la personne humaine, du profond sentiment de la justice et de la liberté, du travail, de l'esprit d'initiative, de l'amour de la famille, du respect de la vie, de la tolérance, du désir de coopération et de paix, qui sont les notes qui la caractérisent. Nel nostro mondo multiculturale, tali valori continueranno a trovare piena cittadinanza. Dans notre monde multiculturel, ces valeurs continueront à trouver plein droit de cité si elles savent maintenant leur lien vital avec la racine qui les a fait naître. Dans la fécondité d'un tel lien se trouve la possibilité de construire des sociétés authentiquement laïques, exemptes d'oppositions idéologiques, où trouvent également place le natif et l'autochtone, le croyant et le non-croyant. Negli ultimi 60 anni il mondo è molto cambiato. Au cours de ces dernières 60 années, le monde a beaucoup changé. Si les pères fondateurs qui avaient survécu à un conflit dévastateur étaient animés par l'espérance d'un avenir meilleur et déterminés par la volonté de le poursuivre, en évitant que surgissent de nouveaux conflits, notre époque est davantage dominée par l'idée de crise. Il y a la crise économique qui a caractérisé les 10 dernières années. Il y a la crise de la famille et des modèles sociaux consolidés. Il y a une diffuse crise des institutions et la crise des migrants. Beaucoup de crises qui cachent la peur et le désarroi profond de l'homme contemporain, qui demande une nouvelle herméneutique pour l'avenir. Cependant, le terme « crise » n'a pas en soi une connotation négative. Il n'indique pas seulement un mauvais moment à dépasser. Le mot « crise » a pour origine le verbe grec « krino », qui signifie examiner, évaluer, juger. Notre temps est donc un temps de discernement qui nous invite à évaluer l'essentiel et à construire sur lui. C'est donc un temps de défis et d'opportunités. Quelle est donc alors l'herméneutique, la clé d'interprétation avec laquelle nous pouvons lire les difficultés du présent et trouver les réponses pour l'avenir? Le rappel de la pensée des pères serait en effet stérile s'il ne servait pas à nous indiquer un chemin, s'il ne se faisait pas stimulation pour l'avenir et source d'espérance. Tout corps qui perd le sens de son chemin, tout corps à qui vient à manquer ce regard en avant, souffre d'abord d'une régression et finalement risque de mourir. Quel est donc l'héritage des pères fondateurs? Quelles perspectives nous indiquent-ils pour affronter les défis qui nous attendent? Quelle espérance pour l'Europe d'aujourd'hui et de demain? Nous trouvons les réponses précisément dans les piliers sur lesquels ils ont voulu édifier la communauté économique européenne
et que j'ai déjà rappelé. La centralité de l'homme, une solidarité effective, l'ouverture au monde, la poursuite de la paix et du développement, l'ouverture à l'avenir. A chi governa compete discernere le strade. Il revient à celui qui gouverne de discerner les voies de l'espérance, d'identifier les parcours concrets pour faire en sorte que les pas significatifs accomplis jusqu'ici ne se perdent pas, mais soient le gage d'un long et fructueux chemin. L'Europa ritrova speranza quando l'uomo è il centro e il cuore delle sue istituzioni. L'Europe retrouve l'espérance lorsque l'homme est le centre et le cœur de ses institutions. J'estime que cela implique l'écoute attentive et confiante des requêtes qui proviennent aussi bien des individus que de la société et des peuples qui composent l'Union. Malheureusement, on a souvent l'impression qu'est en cours un décrochage affectif entre les citoyens et les institutions européennes, souvent considérées comme lointaines et pas attentives aux diverses sensibilités qui constituent l'Union. Affirmer la centralité de l'homme signifie aussi retrouver l'esprit de famille, dans lequel chacun contribue librement, selon ses propres capacités et talents, à l'édification de la maison commune. Il est opportun de se souvenir que l'Europe est une famille de peuples, que comme dans chaque famille, il y a des susceptibilités différentes, mais que tous peuvent grandir dans la mesure où on est unis. L'Union européenne naît comme unité des différences et unité dans les différences. Les particularités ne doivent donc pas effrayer, et on ne peut penser que l'unité soit préservée par l'uniformité. Elle concerne plutôt l'harmonie d'une communauté. Les pères fondateurs de l'Europe ont choisi justement ce terme comme le pivot des entités qui naissaient des traités, en mettant l'accent sur le fait qu'on mettait en commun les ressources et les talents de chacun. Aujourd'hui, l'Union européenne a besoin de redécouvrir le sens d'être avant tout une communauté de personnes et de peuples conscients que le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celle-ci, et que donc il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. Les pères fondateurs de l'Europe cherchaient cette harmonie dans laquelle le tout est dans chacune des parties, et les parties sont chacune avec sa propre originalité dans le tout. L'Europe retrouve l'espérance dans la solidarité, qui est aussi le plus efficace antidote contre les populismes modernes. La solidarité comporte la conscience de faire partie d'un seul corps et en même temps implique la capacité que chaque membre a de sympathiser avec l'autre et avec l'ensemble. Si l'un souffre, tous souffrent. Ainsi, nous aussi, aujourd'hui, nous pleurons avec le Royaume-Uni les victimes de l'attentat qui a touché Londres il y a 2 jours. La solidarité n'est pas une bonne intention. Elle est caractérisée par des faits et des gestes concrets qui rapprochent du prochain, indépendamment de la condition dans laquelle il se trouve. Au contraire, les populismes prospèrent précisément à partir de l'égoïsme, qui enferme dans un cercle restreint et étouffe et qui ne permet pas de surmonter l'étroitesse de ses propres pensées et de regarder au-delà.
Il faut recommencer à penser de manière européenne pour conjurer le danger opposé d'une uniformité grise, c'est-à-dire le triomphe des particularismes. C'est à la politique que revient ce leadership d'idéaux qui évite de se servir des émotions pour gagner le consentement, mais qui élabore plutôt, dans un esprit de solidarité et de subsidiarité, des politiques faisant grandir toute l'Union européenne dans un développement harmonieux, en sorte que celui qui réussit à courir plus vite puisse tendre la main à celui qui va plus lentement et qui a plus de difficultés à atteindre celui qui est en tête. L'Europe retrouve l'espérance lorsqu'elle ne s'enferme pas dans la peur et dans les fausses sécurités. Au contraire, son histoire est fortement déterminée par la rencontre avec d'autres peuples et cultures, et son identité est et a toujours été une identité dynamique et multiculturelle. Le monde nourrit un intérêt pour le projet européen. Cet intérêt existe depuis le premier jour à travers la foule amassée sur la place du Capitole et à travers les messages de félicitations qui arrivèrent des autres États. Il y a encore plus aujourd'hui, à partir de ces pays, qui demandent à entrer pour faire partie de l'Union, comme de ces États qui reçoivent des aides qui, grâce à une vive générosité, leur sont offertes pour faire face aux conséquences de la pauvreté, des maladies et des guerres. L'ouverture au monde implique la capacité de dialogue comme forme de rencontre à tous les niveaux, à commencer par celui des États membres et des institutions, ainsi que des citoyens, jusqu'à celui des nombreux immigrés qui abordent les côtes de l'Union. On ne peut pas se contenter de gérer la grave crise migratoire de ces années comme si elle n'était qu'un problème numérique, économique ou de sécurité. La question migratoire pose un problème plus profond, qui est d'abord culturel. Quelle culture propose l'Europe aujourd'hui? La peur, souvent visible, trouve en effet dans la perte d'idéaux sa plus radicale cause. Sans une vraie perspective d'idéaux, on finit par être dominé par la crainte que l'autre nous arrache à nos habitudes consolidées, nous prive des conforts acquis, mette en quelque sorte en cause un style de vie trop souvent fait uniquement de bien-être matériel. Au contraire, la richesse de l'Europe a toujours été son ouverture spirituelle et la capacité à se poser des questions fondamentales sur le sens de l'existence. À l'ouverture envers le sens de l'éternel a correspondu également une ouverture positive, bien que non dénuée de tensions et d'erreurs envers le monde. Le bien-être acquis semble, par contre, lui, avoir rogné les ailes et fait abaisser le regard. L'Europe a un patrimoine d'idéaux et de spiritualité unique au monde qui mérite d'être proposé à nouveau avec passion et avec une fraîcheur renouvelée et qui est le meilleur antidote contre le vide des valeurs de notre temps, terrain fertile pour toute forme d'extrémisme. Ce sont ces idéaux qui ont rendu l'Europe, cette péninsule de l'Asie, qui, depuis l'Oural, arrive à l'Atlantique. L'Europe ritrova speranza quando investe nello sviluppo e nella pace. L'Europe retrouve l'espérance
lorsqu'elle investit dans le développement et dans la paix. Le développement n'est pas assuré par un ensemble de techniques productives, il concerne tout l'être humain, la dignité de son travail, des conditions de vie adéquates, la possibilité d'accéder à l'instruction et aux soins médicaux nécessaires. Le développement est le nouveau nom de la paix, a affirmé Paul VI, puisqu'il n'y a pas de vraie paix lorsqu'il y a des personnes marginalisées et contraintes à vivre dans la misère. Il n'y a pas de paix là où manque le travail et la perspective d'un salaire digne. Il n'y a pas de paix dans les périphéries de nos villes où se répandent drogue et violence. L'Europe retrouve l'espérance lorsqu'elle s'ouvre à l'avenir, lorsqu'elle s'ouvre aux jeunes en leur offrant de sérieuses perspectives d'éducation, de réelles possibilités d'insertion dans le monde du travail, lorsqu'elle investit dans la famille, qui est la première et fondamentale cellule de la société, lorsqu'elle respecte la conscience et les idéaux de ses citoyens, lorsqu'elle garantit la possibilité d'avoir des enfants sans la peur de ne pas pouvoir les entretenir, lorsqu'elle défend la vie dans toute sa sacralité. Honorable hôte, vu l'allongement général de l'espérance de vie, soit 60 ans sont aujourd'hui considérés comme le temps de la pleine maturité. Un âge crucial, où encore une fois on est appelé à se remettre en cause. L'Union européenne est aujourd'hui appelée à se remettre en cause, à soigner les inévitables ennuis de santé qui surviennent avec les années et à trouver de nouveaux parcours pour poursuivre son chemin. Cependant, à la différence d'un être humain de 60 ans, l'Union européenne n'a pas devant elle une vieillesse inévitable, mais elle a la possibilité d'une nouvelle jeunesse. Son succès dépendra de la volonté de travailler une fois encore ensemble, et cela dépendra de la volonté de parier sur l'avenir. Il vous reviendra en tant que dirigeant de discerner la voie d'un nouvel humanisme européen, fait d'idéaux et de choses concrètes. Cela signifie ne pas avoir peur de prendre des décisions efficaces, en mesure de répondre aux problèmes réels des personnes et de résister à l'épreuve du temps. De mon côté, je ne peux qu'assurer de la proximité du Saint-Siège et de l'Église à l'Europe entière, à l'édification de laquelle elle a depuis toujours contribué et contribuera toujours en invoquant sur elle la bénédiction du Seigneur, afin qu'il la protège et lui donne la paix et le progrès. C'est pourquoi je fais miennes les paroles de Joseph Beck a prononcé au Capitole « Ceterum censeo Europeam esse edificandam ». D'ailleurs, je pense que l'Europe mérite d'être construite. Merci. Voilà donc le discours du pape François devant ses 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont à Rome pour commémorer le 60e anniversaire du traité de Rome. Ce samedi, une célébration officielle va avoir lieu. Mais comme il y a 60 ans, eh bien, ces chefs d'État et de gouvernement sont de passage au Vatican pour un échange. On se souvient que le pape François, lors de sa visite au Parlement européen, avait évoqué l'Europe qui ressemblait à une vieille grand-mère stérile et essoufflée. Eh bien, cette fois-ci, il rappelle que ce 60e anniversaire, eh bien, c'est un âge crucial où on est appelé à se remettre en cause, mais que cette vieillesse
n'est pas inévitable. Il y a la possibilité d'une nouvelle jeunesse, le pape François qui a appelé, on l'a entendu, l'Europe à retrouver ses fondamentaux et notamment ce que disaient les pères de l'Europe qui se sont appuyés sur l'âme de l'Europe. Le pape François a rappelé les piliers qui ont contribué à édifier à l'époque la communauté économique européenne, la centralité de l'homme, une solidarité effective, l'ouverture au monde, la poursuite de la paix et du développement et l'ouverture à un avenir. À l'époque, il y avait 6 États membres. Voilà, on voit le pape François qui salue le président de la République, François Hollande, présent donc ici au Vatican, et cette accolade chaleureuse. Voilà, donc chaque représentant, chef d'État ou de gouvernement vient donc maintenant saluer le pape François dans cette salle royale au Vatican, et c'est ainsi que s'achève cette audience du pape. Je vous invite bien sûr à nous retrouver prochainement pour la visite du pape François à Milan. C'est ce samedi 25 mars, bien sûr. Vous avez rendez-vous pour les différents directs tout au long de cette visite pastorale. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, tout comme d'ailleurs cette audience. Merci à Jean-Marie Marcet pour les traductions. Merci également à toute l'équipe de régie ici à KTO mobilisée, ainsi qu'à nos confrères du CTV Télépatché.